Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained. Pour planter le décor, notre histoire prend place en Caroline du Sud en 2002, le 24 juin. Cara Robinson est âgée de 15 ans, c'est une jeune adolescente et elle est avec sa meilleure amie Heather. Les deux avaient dormi ensemble la nuit d'avant parce qu'elles avaient fait une sorte de pyjama party et par conséquent, cette journée du 24 juin, elles devaient la passer ensemble, mais malheureusement, cette journée va avoir un tournant tragique. Lors de cette journée, la mère de Heather a demandé aux filles si elles pouvaient l'aider avec le jardin, arroser les fleurs, etc. C'était situé sur la cour avant de la maison et Cara a proposé de le faire pendant que Heather prenait sa douche, tout simplement pour montrer un petit peu un remerciement envers l'hospitalité de la famille de Heather et pour montrer qu'elle était contente d'être là. Elle se tenait donc dehors, pieds nus, avec un short et un t-shirt. Et c'est à ce moment que Cara remarque une Pontiac verte qui conduisait lentement dans la rue. Quelques instants plus tard, elle revoit cette voiture, sauf que cette fois-ci, elle commence à s'approcher de l'allée de la maison de Heather. Cara voit un homme d'une trentaine d'années qui a l'air assez sympa marcher vers elle et il portait une pile de magazines. Il était tout souriant, il avait une casquette de baseball, il avait vraiment l'air amical en fait, donc Cara, qui avait 15 ans, ne s'est pas forcément sentie menacée. L'homme lui dit bonjour et lui demande si ses parents sont à la maison. Cara répond qu'elle ne vit pas là, donc il lui demande s'il y a des adultes qui étaient présents dans la maison. Elle réfléchit pas trop et elle dit qu'ils sont tous les deux partis au travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle devait s'occuper du jardin. Au moment où elle a répondu ça, elle ne le savait pas encore, mais cette réponse était déterminante pour la suite parce que l'homme s'est approché de Cara et à ce moment-là, elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Il était à quelques centimètres d'elle et il a sorti un pistolet de sa ceinture et l'a pointé sur le côté de la tête de Cara. Il l'a tout de suite menacée de ne pas parler, de ne pas crier, sinon quoi, il allait tirer. L'homme a donc emmené Cara jusqu'à sa voiture et dans sa voiture, sur la banquette arrière, il y avait une sorte de boîte en plastique très grande, un bac de rangement en fait, et il a demandé à Cara d'aller à l'intérieur. Elle l'a fait sans un seul mot. Évidemment, Cara ne s'attendait pas du tout à se retrouver dans cette situation, elle ne voyait pas du tout cette histoire arriver, mais elle a su instinctivement que le seul moyen de ne pas être tuée était d'obéir à cet homme sans chercher à se défendre, sans chercher à broncher. Son seul but était d'essayer de gagner sa confiance pour s'en sortir vivante. Et on peut déjà remarquer que rien qu'à ce moment-là, elle avait la volonté de partir et non pas la volonté de combattre. Et vous allez voir que pour la suite, ça va être extrêmement utile. Elle était donc recroquevillée à l'arrière de la voiture dans cette boîte et son ravisseur a placé le couvercle de cette boîte, mais il ne l'a pas fermé jusqu'au bout, de manière à ce que Cara puisse un petit peu voir et un petit peu respirer. La voiture était en train de s'éloigner et Cara s'était fait une promesse qui était de savoir combien de fois ils ont tourné, dans quelle direction ils sont allés. En fait, elle voulait s'échapper. Quoi qu'il arrive, elle comptait s'échapper dès que l'occasion allait se présenter. Donc elle voulait vraiment se souvenir de la route qu'ils empruntent, des endroits par lesquels ils passent, afin de pouvoir retrouver son chemin jusqu'à la maison de son ami. Je sais que ça peut paraître plein d'espoir et en même temps inutile, mais vous allez voir que pour le coup, je pense que ça l'a servi. Elle était allongée dans une position de défense dans cette boîte à l'intérieur de la voiture et en fait elle passait le temps en mémorisant un petit peu chaque recoin de la boîte, mais aussi le numéro de série, les endroits par où elle passait si elle pouvait les reconnaître avec le bruit, également la musique à l'intérieur de la voiture. Elle notait absolument tout de manière mentale pour avoir les moindres détails pour retrouver cet homme une fois qu'elle serait partie. À un moment donné sur le trajet, Cara sent la voiture s'arrêter. L'homme a ensuite retiré le couvercle en allant à l'arrière de la voiture et lui a enfoncé un bâillon dans la bouche afin qu'elle ne puisse plus
parler, bien qu'elle ne le faisait pas, et il lui a attaché les mains avec une paire de menottes avec de la fourrure et également les chevilles. Il était assez content de voir que sa victime ne comptait pas aller nulle part, donc il a remis le couvercle et il a repris la route. Peu de temps après, la voiture refait un virage et s'arrête à nouveau. Cette fois-ci, l'homme retire la boîte de la banquette arrière et il a traîné la boîte sur du béton avant de l'emmener à l'intérieur d'une maison. Une fois à l'intérieur de la maison avec la boîte, il l'ouvre et la petite fille, Cara, peut donc sortir et découvrir son nouvel environnement. Il lui a autorisé à se dégourdir un petit peu les jambes et par conséquent, elle a pu commencer à regarder autour d'elle. Elle s'est rendue compte qu'elle était dans un appartement qui était meublé et qui semblait assez bien meublé d'ailleurs, même s'il y avait un petit peu de désordre. Ils étaient donc tous les deux à l'intérieur de cet appartement et lui a réfléchi à haute voix et se demandé si quelqu'un était à la recherche de Cara. Il a donc allumé la télévision pour voir si les news en parlaient ou si quelqu'un la recherchait. Il s'est rendu compte que personne ne la cherchait pour le moment et lui a dit que personne ne la chercherait de toute façon. Les mains de Cara étaient toujours attachées et ses jambes aussi, mais légèrement, histoire qu'elle puisse un petit peu rester debout et voir son environnement, mais ses yeux, eux, étaient grands ouverts. Et en fait, elle a commencé à se rendre compte qu'à l'intérieur de cet appartement, il y avait pas mal d'aquariums, il y avait des cages à animaux, on pouvait notamment retrouver des poissons tropicaux, des cobayes, des lézards, et elle se sentait piégée un petit peu comme eux. Et d'ailleurs, elle dira elle-même, elle le dira plus tard, qu'elle se rendait compte que les animaux la regardaient comme si c'était la prochaine à être piégée ici. Avant de passer à 18h de calvaire, l'homme a sorti un bloc-notes et un stylo. Il a commencé à poser des questions à Cara sur pas mal de choses, et en fait, il voulait juste avoir des informations sur elle. Donc elle a répondu à toutes ces questions, il a écrit toutes les réponses et au bout d'un moment, il a totalement abandonné cette idée et il était passé à la véritable raison de pourquoi est-ce qu'il l'a kidnappée. Au cours des 18 heures suivantes, Cara a été violée à plusieurs reprises. Elle avait tellement peur que son agresseur devienne méchant, devienne violent si elle résistait qu'elle avait préféré faire taire son envie de crier, de se défendre ou de riposter. Et en fait, pour réussir à supporter toutes les horreurs qui étaient en train de se passer, elle a totalement déconnecté de son corps et elle était dans sa tête. En fait, elle imaginait des choses plus positives, des choses sécurisantes et son esprit était vraiment parti très loin des violences. Une réaction qu'on voit beaucoup chez les victimes, qu'on voit beaucoup quand on est dans une situation qui peut être traumatisante et c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression qui est humain et qui ressort en fait lorsqu'on se sent en danger. Entre les agressions, parce qu'il y en a eu plusieurs comme je vous l'ai dit, Cara décidait de parler avec son agresseur, elle essayait de se confier à lui comme si c'était son petit ami et non pas un criminel. En fait, son but était de gagner sa confiance et elle a réussi à le faire, notamment en le complimentant, en nourrissant son ego et d'ailleurs ça l'a fait sentir très puissant. Évidemment, à côté de ça, cet homme repoussait Cara, enfin du moins elle n'était pas attirée par lui, mais elle préférait assumer son rôle de victime soumise plutôt que d'essayer de riposter parce que selon elle, si elle faisait tout ce qu'il voulait et si elle arrivait à gagner sa confiance, ça pourrait lui ouvrir une porte de sortie un peu plus tard. Mais évidemment, en parallèle de ça, elle continue à recueillir des choses, recueillir des preuves, observer ici et là. Elle essayait de trouver toutes les informations qui pourraient être utiles par la suite si elle arrivait à s'enfuir et qu'elle avait besoin d'informations pour dénoncer cet homme. Par exemple, il a allumé une cigarette à un moment et elle a soulevé qu'il fumait des Marlboro Red. Quand il l'a emmené dans la cuisine, elle a regardé un petit peu toutes les cartes de visite qui étaient accrochées au frigo et aussi les magnets sur les réfrigérateurs. Lorsqu'ils ont quitté la pièce, elle a mémorisé des noms comme le nom de son dentiste, le nom de son médecin. Elle a vraiment regardé partout. Une autre chose qui a attiré son attention, c'est que lorsqu'elle a pu utiliser les toilettes, elle s'est rendue compte qu'il y avait des produits d'hygiène féminine, mais également une brosse avec des cheveux roux dessus. Ce sont des observations qui ont fait comprendre à Cara que soit une femme vivait là et était absente pour le moment, soit il avait, j'ai envie de dire, une visiteuse assez régulière qui avait ses propres affaires dans la maison. À un moment donné, lors de ces 18 heures, son ravisseur a décidé de poser l'arme à l'entrée. Évidemment, Cara, elle s'est dit qu'elle avait une seule
seule chance de l'attraper, une seule chance de prendre cette arme pendant qu'il regardait pas et de pouvoir faire en sorte de partir. Mais une voix à l'intérieur d'elle lui disait que si elle loupait le coche cette fois-ci, elle ne s'en sortirait jamais vivante. Elle se disait donc que c'était trop tôt, que c'était pas du tout le moment, donc elle a décidé d'attendre un petit peu plus longtemps pour faire son évasion. Nous arrivons au petit matin et le ravisseur a donné à Kara des médicaments, des pilules pour la faire dormir. Et pour plus de sécurité, il a attaché une de ses jambes au lit et il s'était assuré que les menottes sur ses poignets étaient en place et il s'est endormi à côté d'elle. Kara s'est réveillée juste avant l'aube et elle s'est rendue compte que son ravisseur dormait toujours profondément à côté d'elle. Elle s'est dit, c'est maintenant ou jamais, il faut que je m'enfuis. Elle a donc réussi à sortir une main des menottes et en fait elle a aussi réussi à sortir sa jambe et elle est allée sur la pointe des pieds vers la porte de la chambre. Elle savait qu'il y avait deux portes entre la liberté et elle-même, c'est la raison pour laquelle elle a décidé de se déplacer très rapidement et très discrètement pour essayer de s'échapper sans déranger son agresseur. Elle a couru à travers la porte de la chambre jusqu'à la porte d'entrée en quelques secondes et elle était convaincue qu'elle était sur le point d'être rattrapée, d'être attrapée et peut-être tuée du coup. Elle a couru à l'extérieur dans la rue où elle a vu des personnes et elle a commencé à signaler sa disparition à la première voiture qu'elle a croisée. Les deux personnes à l'intérieur du véhicule savaient qu'ils n'étaient pas face à quelqu'un qui faisait une blague ou qu'ils étaient face à une situation légère ou peu importe, parce qu'ils ont remarqué le reste de la menotte qui pendouillait sur le poignet de Kara et par conséquent, elle a expliqué que c'était Kara Robinson et qu'elle avait été enlevée et ils ont décidé d'aller chez le shérif. Et sur la route, Kara a demandé aux personnes de la voiture de bel et bien mémoriser la rue, l'appartement, etc. parce qu'elle voulait tout dire aux policiers. Un petit peu plus tard, on apprendra que lorsqu'elle avait fait cette audition, donc l'audition où elle est allée chez le shérif, etc., lorsqu'elle a raconté son histoire, les officiers qui ont entendu ça ne l'ont pas vraiment cru parce que c'était assez suspect et c'était vraiment très rare qu'une jeune fille de 15 ans s'échappe d'un agresseur qui l'a violée, etc. et aille toute seule au commissariat déposer son histoire. De mon sens, je pense que encore une fois, peu importe l'âge de la personne, il faut écouter, mais une fois qu'ils se sont rendus compte que la personne qu'ils avaient en face correspondait à un dossier de disparition nommé Kara Robinson, ils se sont dit qu'elle ne mentait pas et que c'était bien elle. Mais je me pose une question, si son nom n'avait pas été dans les fichiers, est-ce qu'on l'aurait prise au sérieux ? Ils ont donc décidé d'emmener Kara au complexe d'appartements pour voir de quel immeuble, quel appartement il s'agissait et tout ça. Et malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Kara avait un petit peu son esprit embrouillé et tout, et elle n'arrivait pas à distinguer quel appartement était lequel. Par chance, ils sont tombés sur une sorte de concierge, vous savez, qui gère un petit peu les appartements et qui a des clés passe-partout. Ils ont raconté l'histoire de Kara, ils ont dit qu'elle était avec un homme et tout ça. Et la personne qui gère ces appartements a décrit un petit peu des personnes qui vivaient dans les appartements et au bout d'un moment, il est arrivé à un couple, le couple d'un homme qui avait une petite barbe et qui avait une compagne qui était rousse. Et Kara s'est dit, c'est de eux dont il parle. On a donc eu également des noms suite à ça, Richard et Hope Evonitz, et les enquêteurs ont appris que ce couple possédait une Pontiac verte, donc ils ont su qu'il s'agissait bel et bien du ravisseur de Kara. Les agents ont donc frappé à la porte de l'appartement, évidemment ils n'ont eu aucune réponse, mais on a pu rentrer à l'intérieur grâce au passe-partout de l'homme qui gère les appartements, donc ils ont fouillé partout, ils ont essayé de retracer un petit peu l'histoire de Richard et ils ont trouvé la boîte de rangement verrouillée cachée à l'écart des regards. Il y avait une pile de coupures de journaux, toutes liées à des enlèvements et à des meurtres de 3 filles d'âge scolaire en Virginie. Selon les articles, les victimes étaient Sophia Silva, Christine et Cathy Fisk. Elles avaient toutes disparu dans la région de Spotsylvania en 1996 et 1997. Vous allez voir, ces noms vont nous servir par la suite. Les recherches ont continué et les enquêteurs sont tombés sur des dizaines de photos de femmes et aussi de jeunes filles totalement nues. Il y avait des images pornographiques qui montraient des abus sexuels sur des enfants qui auraient été faits par Richard. J'ai oublié de vous le dire, mais il avait 38 ans à ce moment-là. Hope, sa compagne, était en vacances à Disney World avec un membre de sa famille au moment de l'enlèvement de Kara. Elle n'était donc pas au courant de ce qui se passait et n'a jamais été accusée de ses actes.
Elle et son mari ont eu une relation qui était assez stable, une relation qui était vraiment très bien finalement, et elle était évidemment pas au courant des fantasmes et des agissements de Richard. Et apparemment, elle n'a jamais accepté le fait qu'elle avait épousé un monstre, et même lors des procès et tout ça, elle a toujours dit qu'elle était folle amoureuse de lui et que c'était pas possible qu'il soit comme ça. La scène de crime était en cours d'analyse et en parallèle, Kara, elle, a été emmenée à l'hôpital pour voir ce qui s'est passé en détail par rapport au viol, récolter de l'ADN, etc. Étant donné qu'on avait l'ADN de son agresseur et également son prénom, son nom, son habitation, la chasse à l'homme a commencé assez rapidement et ils voulaient tous retrouver Richard Evonitz. Les autorités avaient toutes les raisons de croire qu'il n'était pas seulement le ravisseur et le violeur de Kara, mais bien plus que ça, voire un tueur en série. Le 27 juin 2002, les enquêteurs ont reçu un appel qu'ils attendaient, étant donné qu'ils ont eu au bout du téléphone la sœur de Richard, qui les a alertés sur le fait qu'ils étaient en communication et que Richard voulait rencontrer sa sœur à Sarasota, en Floride. La sœur est allée plus loin et a ajouté que lors de leur échange téléphonique, Richard a bel et bien avoué avoir commis des choses horribles. Il n'a pas dit quoi en détail, il a dit qu'il lui raconterait tout lorsqu'il la rencontrera, mais il était clair qu'il avait des choses à se reprocher. Richard se présente à la date prévue pour le déjeuner, mais malheureusement, il tombe sur des détectives. Il réalise qu'il est tombé dans un piège et il décide de rapidement s'éloigner et de prendre sa voiture pour fuir le plus vite possible. Évidemment, des officiers étaient à sa poursuite et au bout d'un moment, Richard a perdu le contrôle de son véhicule et il a abandonné. Un officier arrive à sa voiture pour voir ce qui se passe, prendre Richard et aussi l'écouter. Malheureusement, celui-ci avait sorti son arme, l'avait pointé sur le coin de sa tête et était décidé à tirer. Sa vie a donc pris fin, mais l'enquête, elle, ne faisait que commencer. Ils partaient du principe, les enquêteurs, que Richard avait gardé tous ces morceaux d'articles parce que c'était peut-être des trophées qui montraient les victimes qu'il avait eues, etc. Notamment pour les cas du Spotsylvania avec les 3 jeunes femmes. Les enquêteurs ont donc vraiment recherché, ils ont fait des analyses et ils se sont rendus compte du passé criminel de Richard. Premièrement, tout commence en 1987. Il s'approche d'une jeune fille de 15 ans qui marchait avec sa sœur, et sa sœur avait 3 ans d'ailleurs, ils étaient à Jacksonville en Floride. C'était que ses débuts criminels, il semblait très amical, mais il a commencé à ouvrir son pantalon et à se masturber devant les 2 filles. Richard a été arrêté pour ça, il a été accusé d'exposition obscène parce que l'adolescente avait tout dit à la police. Il a reçu l'ordre de payer une amende, mais il a été libéré sans purger de peine. Apparemment, il avait été jugé comme s'il avait juste commis une erreur, que ce n'était pas grave et que ça n'allait pas se reproduire. Pourtant, il s'agissait juste d'un test d'agression sexuelle et finalement, il est allé plus loin parce qu'il a carrément tué des gens. Je vais pas vous raconter en détail, mais les meurtres de Sophia, Christine et Cathy étaient bel et bien réels et il était responsable de cela. Vous rajoutez à ça Kara et certainement des autres noms qui ne sont pas sortis, Richard Evonitz était quelqu'un d'extrêmement dangereux et il aurait dû être jugé un petit peu plus sévèrement dès la première fois. Avant de passer à la suite et à ce qui s'est passé pour Kara plus tard, je tiens quand même à dire que je trouve ça extrêmement bizarre que Hope n'ait jamais vu quoi que ce soit, qu'elle n'ait jamais senti quoi que ce soit et qu'elle n'ait jamais eu aucun soupçon. D'après ce que je vous dis, tout a commencé en 1987 et de 1987 à 2002, il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé et personne n'a jamais rien vu. Vous le savez, j'aime bien terminer les vidéos par un petit peu de positif et par conséquent j'ai fait une partie sur Kara et sur tout ce qui s'est passé dès le lendemain de son évasion. Parce que le lendemain de son kidnapping, Kara voulait tout simplement que sa vie redevienne normale. Elle a gardé les événements de cette journée dans sa tête, elle refusait de les partager avec qui que ce soit à moins que ça soit bel et bien nécessaire. Il faut savoir que ça a été une des rares victimes à être la cible d'un tueur en série et à réussir à s'en sortir vivante et à pouvoir raconter son histoire, mais elle ne voulait pas l'exposer. Ses parents, de leur côté, disaient que ils avaient perdu leur fille parce que celle qu'elle était avant l'enlèvement et après l'enlèvement n'était pas la même. Elle était pétillante, elle adorait la vie, elle était très affectueuse et après son enlèvement, c'était devenu quelqu'un de très renfermé et qui gardait ses émotions
pour elle. Et elle ne l'a pas dit à haute voix, mais Richard lui a pris bien plus que ce qu'on sait qu'il lui a pris. Il lui a aussi pris de sa santé mentale et de son énergie. Le shérif qui avait enquêté sur cette affaire, lui, avait beaucoup d'espoir pour la suite par rapport à Cara Robinson parce qu'il était très impressionné par rapport au comportement qu'elle a eu face à une terreur pareille que peu de gens auraient pu affronter, mais elle, à l'âge de 15 ans, elle avait déjà cette force et il savait donc, selon lui, qu'elle avait le cœur d'une future agente des forces. Ce shérif était convaincu que Cara avait vraiment les épaules et le mental pour assurer ce travail, donc il lui a offert un emploi d'été dans son bureau. Dès qu'elle a commencé à travailler là-bas, elle a adoré ce qu'elle a vu, elle a donc tout de suite voulu faire une carrière de combattante du crime comme je l'ai lu, et du coup elle a commencé à fréquenter l'académie de police, et pour la petite anecdote, une fois elle était en train d'écouter une conférence donnée par un criminologue, et celui-ci racontait l'histoire d'une jeune fille qui avait réussi à échapper à son ravisseur. Il racontait l'histoire de Cara en fait, et à la fin de cette conférence, Cara a décidé de ressortir toute son histoire, d'aller voir cette personne et de lui raconter que c'était elle dont la conférence parlait. En 2010, 8 ans après ce calvaire, Cara a fini par être diplômée de la South Carolina Justice Academy et elle est devenue membre à part entière du département du shérif de Richland et elle a mis son expérience personnelle et scolaire au profit des autres. En avril 2011, elle se marie et épouse l'officier de paix Joseph Chamberlain. Aujourd'hui, elle a 2 fils et c'est la raison pour laquelle en 2013, elle a décidé de mettre de côté sa carrière pour s'occuper de sa famille. Aujourd'hui, Cara est une conférencière principale qui est très recherchée d'ailleurs dans les conférences et elle fait passer des messages de prévention, des messages d'aide et des messages que beaucoup auraient aimé entendre avant sur les réseaux sociaux. Elle utilise vraiment beaucoup de réseaux. J'ai vu qu'elle utilisait pas mal TikTok pour répondre à des questions et faire passer son histoire pour faire de la prévention et apporter de la sécurité. Je terminerai cette histoire par vous dire que toutes les personnes qui ont été mêlées à ça, que ça soit Cara, les officiers, les agents, les avocats, tout le monde s'est dit que si elle ne s'était pas échappée et qu'elle n'avait pas trouvé des personnes qui l'ont amenée chez la police, etc., elle aurait pu être tuée parce que vu que Richard était, comme on l'a tous vu, un tueur en série, il n'aurait pas laissé quelqu'un avec son nom, son adresse, son numéro, sa tête, enfin absolument tout, échapper à la mort. C'est une histoire qui se termine bien et Cara est ce qu'on peut appeler une héroïne. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire qui s'est déroulée en 2001 et qui va peut-être vous faire étrangement penser à l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Au petit matin du 10 avril 2001, une maison qui se trouve dans un quartier de Scottsdale en Arizona s'est brusquement enflammée des suites d'une impressionnante explosion. Des voisins totalement paniqués par le bruit et les grandes flammes ont rapidement composé le 911 pour qu'ils arrivent au plus vite. Très réactifs, policiers et pompiers sont arrivés sur place quelques minutes seulement après les coups de téléphone pour se battre contre les flammes. Mais malheureusement, ils n'ont pu sauver aucune des personnes qui se trouvaient à l'intérieur, piégées dans les flammes qui se sont propagées sur toute la propriété. Cette maison en feu appartenait à la famille Fisher, composée alors de 4 membres. Robert Fisher, mari et père de famille, Mary Fisher, épouse et mère de famille, ainsi que leurs 2 enfants, Britney et Bobby. L'explosion impressionnante de la maison de cette famille est considérée au premier abord comme un tragique accident, qui a malheureusement tué tout le monde. Sauf peut-être une personne. En effet, les enquêteurs sur place, une fois les flammes éteintes, révèlent qu'il y a 3 victimes à l'intérieur des débris de la maison et qu'elles sont évidemment décédées, signifiant alors qu'il manque tout de même une personne sur les 4. Mais ça ne s'arrête pas là. Outre le fait qu'il manque une personne, ils s'aperçoivent également que la gorge des victimes sont avant tout tranchées. Et on le sait tous ici, ce n'est pas un incendie qui va trancher la gorge d'une personne. L'acte horrible aurait, en toute logique, été commis avant que l'incendie ne commence. L'affaire serait-elle donc plus une affaire de meurtre qu'un simple et banal accident domestique? Dans cette affaire, il ne peut, pour l'instant, n'y avoir qu'un seul suspect. Le seul membre de la famille manquant, Robert William Fisher. Mais avant toute chose, qui est Robert et surtout, que fuit-il? Pourquoi n'est-il pas dans cette maison? Robert William Fisher est né le 13 avril 1961 dans les quartiers de Brooklyn, à New York,
des deux parents William Fisher, qui était un banquier, et de Jane Howell, qui était une mère au foyer. Robert a donc pu jouir d'une enfance douce et calme, jusqu'à son adolescence qui a été perturbée par les déboires du quotidien. Ses parents ont divorcé lorsqu'il était dans cet âge charnière, en 1976, alors qu'il n'avait donc que 15 ans, et de ce fait, lui ainsi que ses sœurs sont allés vivre avec leur père en Arizona. Le divorce aurait été dur à vivre pour lui ainsi que pour ses sœurs, ayant même eu des effets à long terme sur leur santé mentale, causant quelques traumatismes rendant leurs relations interpersonnelles compliquées, ayant une peur absolue de l'abandon et refutant totalement l'idée du divorce. Outre cet événement qui a beaucoup compté dans la vie du jeune Robert, il a fréquenté le lycée Saguaro à Tucson en Arizona et y a même obtenu son diplôme en 1979. Il s'est ensuite engagé dans la marine américaine et a tenté d'intégrer les forces spéciales de la marine, mais n'a malheureusement pour lui pas réussi à se qualifier lors des sélections, un autre événement compliqué à vivre pour le jeune homme. À la place des forces spéciales dont il rêvait tant, il a occupé divers emplois comme technicien en cathéter chirurgical, thérapeute respiratoire ou encore pompier, et dans sa vie privée, il était également très actif. Il était extrêmement sportif, il faisait beaucoup de trek, de chasse ou encore de pêche, des activités qu'il souhaitait partager avec ses enfants. L'homme était fasciné par le survivalisme, il adorait partir donc comme je le disais dans des treks, mais vraiment en mode survivant. Il connaissait énormément de techniques et peut largement s'en sortir seul dans les bois. Toutefois, l'homme était également décrit par ses pairs comme un homme agressif et contrôlant, qui pouvait même parfois se montrer de manière jugée étrange. Des amis à lui ont même témoigné d'une journée passée avec Robert et de comment il avait chassé un wapiti, puis avait étalé tout le sang de l'animal sur son corps, ou encore une fois lorsqu'il a nagé à travers un lac avec un couteau de chasse entre les dents, le genre de scène que l'on voit que dans les films. Robert faisait aussi des blagues de très mauvais goût à ses proches qui n'étaient visiblement appréciées que par l'homme. En effet, certaines de ces blagues, entre guillemets, étaient de se faufiler derrière des familles en train de pique-niquer dans des parcs publics et de vider son arme à feu dans les airs pour effrayer tout le monde, ou encore de pointer le canon de son arme sur la tête de ses amis. Bref, des blagues que je suppose on aimerait tous éviter au quotidien. Robert avait rencontré sa femme Mary lorsqu'ils étaient au lycée et ils se sont mariés en 1987. Ensemble, ils ont eu 2 magnifiques enfants, Britney et Robert Jr., qui étaient surnommés Bobby. Mary, cette épouse et mère de famille, était une femme très croyante qui s'impliquait énormément dans la religion. Elle a été directrice pour Awana, qui est un ministère mondial à but non lucratif, axé sur l'évangélisation biblique pour les enfants, ainsi que directrice de l'école biblique de vacances, pour dire à quel point elle était très engagée. Elle était également engagée dans le ministère des femmes et a d'ailleurs énormément aidé à organiser la retraite annuelle. Mary a travaillé comme chef de bureau pour l'entreprise d'un couple, Herb et Laurie Greenbeck, et qui adore particulièrement cette dernière, la trouvant rapide et organisée dans son travail, comme d'ailleurs dans sa vie, ce qui faisait une employée vraiment modèle. Du moins, c'est ce qu'elle voulait bien montrer, et surtout raconter, puisque en réalité, dans sa vie privée, elle avait pas mal de problèmes, notamment à la maison. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Concernant les enfants et ce que nous savons d'eux, et surtout de leur jeune vie, Britney Fisher est née le 27 avril 1988. En 2001, lors de l'incendie, Britney était une enfant de 12 ans qui était très appréciée à l'école. Elle adorait, comme tous les enfants, faire du vélo dans le quartier et jouer avec les animaux de compagnie de la famille. Active dans l'église de sa famille, tout comme sa mère, elle a participé au ministère de la Jeunesse, à Awana et également à la chorale. Le petit dernier, Robert, nommé Bobby Fisher, est quant à lui né le 21 septembre 1990, donc il n'avait que 2 ans de différence avec sa sœur. Comme sa mère ainsi que sa sœur, Bobby était également très impliqué dans l'église de la famille. En 2001, le couple Robert et Mary était marié depuis déjà 16 ans et la plupart des sources ont décrit le mariage des Fisher comme un mariage très perturbé, qui avait énormément de problèmes, de disputes. C'est limite si tout le monde ne se demandait pas pourquoi est-ce que le couple était encore ensemble. Selon certaines sources, la mère de Robert, Jane Howell, avait été une femme qui disait oui à toutes les demandes de son mari, qu'on peut dire un petit peu dans notre patois la bobonne un petit peu, mais ça fait partie de l'époque. Malheureusement c'était comme ça il y a encore quelques temps,
Les femmes souvent ne travaillaient pas, restaient mères au foyer, s'occupaient de la maison, des tâches ménagères, des enfants, à organiser les vacances, bref, tout ce genre de choses pendant que le mari allait travailler et ramener de l'argent à la maison. Et donc c'était le quotidien de Jane Howell, la maman de Robert, et elle avait vu que c'était le même schéma dans le mariage de son fils. Et on avait donc parlé à sa belle-fille en lui expliquant que voilà, maintenant les choses elles ont évolué, ce n'est peut-être plus forcément la meilleure façon de vivre sa vie, et surtout qu'elle devrait faire attention, puisque elle avait des regrets quant à la vie qu'elle avait passée en se dévouant exclusivement à son mari et à ses enfants. Elle a tenté de faire en sorte que sa belle-fille peut-être se réveille un petit peu, qu'elle arrête d'être autant à la merci de son mari. Cependant, rien n'a jamais semblé être fait à ce sujet. Robert était un homme extrêmement, mais vraiment extrêmement contrôlant dans son mariage. Par exemple, il ne laissait pas les pièces de la maison être peintes dans une autre couleur que du blanc, qu'importe les envies de sa femme ou des enfants. Mary n'avait pas non plus le droit de mettre de la décoration ou d'accrocher les cadeaux que sa mère avait fait pour elle, et au contraire, elle était même encouragée à s'en débarrasser. Un enquêteur chargé de l'enquête sur la famille a même déclaré que Robert était un monstre ultra contrôlant qui choisissait quand les enfants se lèvent, se couchent, comment ils s'habillent, ce qu'ils mangent, bref, tout devait être sous son contrôle, et là il n'y a que la version de leur entourage, proche et éloigné, alors je n'ose imaginer ce qu'il se passait réellement à l'intérieur de ces murs si Mary était encore en vie pour nous le dire. Il y a également eu des rapports d'instants d'humiliation, comme le moment où Robert a enroulé un tuyau d'arrosage autour de Mary parce qu'elle avait osé prendre la parole. Oh là là, mon Dieu, une femme qui parle, sacrilège. C'est vraiment hallucinant ce genre de mentalité, d'autant que c'est quand même dans les années 90-2000, c'est pas si loin que ça, et je pense qu'à cette époque on était tout de même assez renseigné sur l'égalité homme-femme, le féminisme et tout ce qui s'ensuit. Quoi qu'il en soit, Herb Greenbeck, l'employeur de Mary et un ami de la famille Misher, a également rappelé que Mary avait peur de son mari Robert. Il citera d'ailleurs ceci. « Je savais une fois que lorsque Mary était au travail, Robert l'avait appelée parce qu'il était parti pour le week-end pour aller vers le nord. Il l'a appelée pour qu'elle vienne avec. Elle voulait à tout prix que quelqu'un l'accompagne parce qu'elle avait peur qu'il lui fasse quelque chose. » Il y a également eu des rapports d'infidélité dans le mariage de la part de Robert, dont une note écrite par l'homme à sa femme où il confesse l'avoir trompé. Ils ont apparemment franchi cet obstacle et ont continué à maintenir l'illusion d'une bonne famille, se rendre régulièrement à l'église, partir tous ensemble en vacances ou encore renouveler leurs engagements envers le mariage, mais ce n'était en réalité qu'une facette et ça, beaucoup de personnes le savaient. En raison de son expérience avec le divorce tumultueux de ses parents, Robert était catégorique sur le fait qu'il ne ferait jamais subir à sa famille ce qu'il a vécu. Le pasteur de famille a d'ailleurs expliqué plus tard ceci à un média. Robert était catégorique sur le fait de ne pas divorcer ou de ne pas séparer sa famille. Il avait de forts sentiments à ce sujet et une mauvaise expérience par rapport au divorce de ses parents, et suite à ça, il refusait le divorce. Donc bien qu'il y ait eu un certain nombre de problèmes durant le mariage, le divorce ne semblait pas être sur la table, même lorsque Robert était infidèle et abusif envers Mary. Et sûrement que si Robert n'était pas autant catégorique vis-à-vis du divorce, le couple aurait sûrement divorcé depuis bien longtemps. La nuit du 9 avril 2001 serait donc la fameuse nuit où les meurtres auraient eu lieu. Vers 22h ce soir-là, un voisin a déclaré avoir entendu les Fisher se disputer bruyamment, mais évidemment personne ne sait pourquoi ces disputes a eu lieu. Personne non plus n'a appelé les autorités à ce moment-là pour signaler la perturbation au domicile du couple, quand bien même les cris étaient très présents. C'est vers 22h45 que Robert a été vu sur une caméra de surveillance à un guichet automatique à environ 2 km de la maison familiale, où on le voit retirer la somme de $280. Le véhicule de la famille est lui aussi vu en arrière-plan, et l'homme semblait être seul à ce moment-là. La police n'est pas sûre qu'il se soit arrêté au guichet automatique avant ou après les meurtres présumés, car cela aurait pu être l'une ou l'autre des situations, bien qu'il pense que c'était tout de même après les meurtres. Le retrait est également la dernière activité bancaire connue sur le compte de Robert, et personne ne l'a revu depuis ce moment-là. Vers 8h20 le matin du 10 avril,
Herb Greenberg a trouvé étrange que Mary ne soit pas encore sur son lieu de travail, ce n'était clairement pas dans ses habitudes que d'être en retard, bien au contraire, et auquel cas elle avait tendance à prévenir ses employeurs. Il a ensuite rapidement reçu un appel de quelqu'un d'autre qui avait entendu dire que la maison Fisher était en feu, suite à quoi il s'est immédiatement précipité sur les lieux du drame pour essayer d'aider la famille Fisher de toutes les manières possibles. Lors d'une interview pour la presse locale, Herb a expliqué ce qui s'est passé une fois arrivé sur les lieux. Nous sommes allés là-bas aussi vite que nous le pouvions, et ce ruban jaune était en place, et nous nous sommes juste baissés et sommes allés jusqu'au bout du cul-de-sac. Puis nous avons pu entendre qu'ils ont trouvé un corps, et qu'ils ont ensuite trouvé d'autres corps. Nous n'avons pas compris pourquoi le camion de Robert était toujours là. À l'origine, Herb Greenbeck pensait que toute la famille Fisher avait été brûlée vivante. Il ne s'imaginait pas un seul instant l'horreur qu'était la vérité quant à cet incendie. Les 3 victimes ont été retrouvées dans leur lit, une chose qui d'ailleurs est inhabituelle dans une situation normale d'incendie de maison. En général, une fois que quelqu'un entend le détecteur de fumée se déclencher, ou sent alors la fumée, il sort du lit et essaye de s'échapper de la maison. Cependant, puisque tous les 3 ont été trouvés au lit, les autorités ont cru que quelque chose de plus néfaste avait été commis, et elles ont appris donc la terrible vérité peu de temps après. Les résultats de l'autopsie des 3 victimes ont confirmé qu'elles étaient mortes avant que l'incendie ne se produise. Mary avait reçu une balle dans la tête et les 3 victimes avaient la gorge tranchée d'un côté à l'autre du cou. La mort de ces 3 personnes a été jugée comme des homicides et il semblait que la maison avait été trafiquée dans le but de prendre feu, sans doute dans le but de détruire les preuves des meurtres. Les enquêteurs sur les incendies ont découvert qu'une conduite de gaz naturel dans la maison avait été coupée, ce qui les a amenés à croire que l'explosion de la maison était donc intentionnelle. Mais ça, je pense qu'on peut tous en être sûrs et certains que c'était intentionnel et que le but était juste de camoufler ces crimes. De plus, un liquide inflammable avait été versé dans toute la maison pour aider le feu à se propager plus rapidement. On pensait à la base qu'une bougie était la source de la flamme car elle avait été mise au début d'une traînée d'accélérateur, mais les autorités pensent que la bougie était allumée lorsque l'agresseur a quitté la maison et qu'il a fallu quelques heures pour brûler assez bas pour allumer le liquide ou le gaz flottant dans l'air à l'intérieur de la maison. D'autres objets étranges ont été trouvés dans le domicile et il y avait un certain nombre d'armes à feu stockées dans un coffre-fort assez coûteux qui ont été récupérés après l'incendie. Les autorités se sont rapidement concentrées sur Robert Fisher, le seul membre de la famille dont les restes n'ont pas été trouvés dans la maison, puisque, en toute logique, il semble que ce soit lui tout de même le responsable de ces meurtres, puisque auquel cas, il serait simplement rentré en disant « Oh là là, ma maison a brûlé, ma famille est décédée ». Ce n'est clairement pas le cas, l'homme a pris la fuite et le but maintenant c'est de le retrouver. Hugh Lockerbie, un ancien enquêteur principal de l'affaire, a déclaré ceci à un média. Robert Fisher pensait que la maison allait brûler à un point tel que personne ne serait en mesure de reconnaître qui que ce soit, et peut-être qu'il serait simplement regroupé dans les restes et qu'il n'est donc plus en fuite. Il planifiait cela depuis un certain temps. Pourtant, il était difficile pour la famille de Mary de saisir l'idée que Robert aurait pu être impliqué d'une manière ou d'une autre dans leur mort, au point tel que lors du service funéraire, le père de Mary a déclaré à une source médiatique « Robert était le plus grand des pères, il était le plus grand des maris, il me manque terriblement. » Visiblement, la famille de Mary était complètement dans le déni quant au réel comportement de Robert. La voiture des Fisher a ensuite été retrouvée le 20 avril, soit 10 jours après la découverte des corps des victimes. Le véhicule avait été abandonné dans une forêt à l'est de Payson, en Arizona, et le chien de la famille, qui s'appelle Blue, comme le nôtre, était également situé à proximité. Il semblait que Robert avait abandonné à la fois le véhicule et le chien à cet endroit. Une chasse à l'homme dans la région entourant Payson s'en est donc suivie, essayant de voir si Robert s'était enfui quelque part dans la forêt voisine, mais malheureusement, les autorités n'ont trouvé aucune trace de l'homme à proximité, ce qui, combiné au mauvais temps, a signifié que la recherche a rapidement été annulée. Le 18 juillet 2001, plusieurs mois après les meurtres, Robert Fisher a été inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation d'incendie criminel d'une structure occupée. Comme il a disparu peu de temps après les meurtres, il a également été accusé de fuite illégale pour éviter des poursuites judiciaires.
Pendant un certain temps, Robert Fisher était dans la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI de 2002 à 2021, ce qui fait tout de même 19 ans à être dans cette liste. Bien qu'il ait été retiré du top 10, il est toujours considéré comme un fugitif dangereux et recherché par le FBI. Dans un communiqué publié aux médias, le FBI a expliqué ceci. Parce que la publicité étendue que le cas de Fisher a reçue au cours de ses près de 20 années sur la liste n'a pas abouti à son emplacement et ou à sa capture réussie, l'affaire ne répond plus à ses exigences. Le FBI a révélé qu'ils reçoivent un certain nombre de signalements sur les gens qui pensent voir Robert chaque année, et 2 observations potentielles très médiatisées se sont produites au fil des ans, l'une au Canada en 2004 et l'autre à Denver en 2014. Bien qu'il y ait eu des rapports du monde entier affirmant avoir vu Robert Fisher dans les années qui ont suivi, aucun d'entre eux n'a été corroboré et le FBI, ainsi que d'autres agences, tentent toujours de le localiser. Depuis que l'homme a été vu pour la dernière fois sur les images de surveillance du distributeur, personne d'autre n'a déclaré l'avoir vu. Il est porté disparu depuis plus de 2 décennies maintenant, malgré le suivi de nombreuses pistes et les recherches menées. La recherche du présumé meurtrier se poursuit encore à ce jour en 2023. Bien que certains débattent encore de la question de savoir si c'est Robert qui a commis les meurtres en premier lieu, je pense que les preuves indiquent qu'il est le principal suspect. Et je ne veux pas m'avancer, mais je suis quasiment persuadé à 99,9% que c'est lui qui a commis ces actes horribles, qui a tué toute sa famille et qui a décidé de brûler la maison. Il n'y a aucune preuve accessible au public indiquant que quelqu'un d'autre ait été à la maison la nuit des meurtres, et personne d'autre n'avait de motif d'ailleurs pour tuer cette famille. Et encore une fois, si ce serait une personne X qui s'en serait pris à la famille, pourquoi Robert n'est pas décédé, et auquel cas simplement il était absent ce soir-là, pourquoi n'est-il pas simplement rentré à son domicile, et c'est tout. Mais s'il a pris la fuite, c'est que tout de même il a sûrement des choses à se reprocher. Et donc pour cette raison, les théories sont basées sur l'hypothèse que l'homme est responsable de la mort de sa famille, et il y a 3 théories principales sur ce qui est arrivé à Robert après sa fuite. Il vit ailleurs, il s'est suicidé, ou il est déjà mort. Donc la première théorie est donc qu'il aurait simplement refait sa vie et qu'il vit à présent sous un autre nom. Beaucoup pensent que Robert Fisher a planifié les meurtres des mois à l'avance et qu'il avait un plan d'évasion en place après le crime. Herb Greenbeck, l'ami de la famille des Fisher, pense qu'il a caché une moto près de l'endroit où le véhicule a été trouvé, déclarant même ceci. Il a sûrement caché une moto dans cette forêt, et quand il est allé là-bas avec le chien qu'il aimait particulièrement bien, il lui a simplement dit au revoir, a sauté sur la moto et s'est enfui. De plus, Robert aurait pu se rendre dans d'autres états ou pays dans le but d'échapper à être pris par les forces de l'ordre, potentiellement dans des pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. La deuxième théorie est simplement qu'il s'est suicidé. D'autres pensent qu'après les meurtres, Robert aurait pu partir et s'être suicidé quelque part. Certains amis de l'homme ont révélé qu'il avait déjà des tendances suicidaires, citant la chute de son mariage comme étant le principal catalyseur de sa dépression. Cependant, aucune preuve n'a été trouvée qu'il ait tenté ou qu'il s'est suicidé. La troisième est simplement qu'il est décédé, c'est un peu le même principe que le suicide finalement. La dernière théorie est que Robert a réussi à s'échapper, a survécu pendant un certain temps, puis est simplement décédé d'une raison quelconque. Quoi qu'il en soit, si l'homme est toujours vivant aujourd'hui en 2023, il aurait 62 ans. Ce qui signifie qu'il pourrait certainement être encore en vie et quelque part vivant simplement sous un autre nom. Aujourd'hui, plus de 20 ans après ces faits, et même après avoir été sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI, Robert n'a toujours pas été retrouvé, et donc on se demande où se trouve Robert William Fisher, et où se cache-t-il depuis plusieurs décennies. Cette affaire me fait évidemment penser à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui lui aussi est toujours recherché depuis toutes ces années, après avoir, on suppose, assassiné toute sa famille. Nous avons d'ailleurs traité cette affaire il y a 1 an ou 2, pour ceux qui veulent la visionner, je la mets juste ici. Vu le passé de l'homme qui pratiquait le survivalisme, je pense qu'il est encore en vie et qu'il s'est simplement débrouillé pour fuir et vivre sa vie en autonomie, on ne sait où, ou encore a-t-il simplement fui et changé d'identité, bref, quoi qu'il en soit, ça se rejoint un petit peu. Le fait qu'il était absolument contre le mariage l'a sûrement poussé à tuer toute sa famille, voyant ceci comme la seule issue pour ne pas divorcer et que ses enfants vivent la même peine qu'il a pu vivre lorsqu'il était plus jeune. Il aurait, je pense, reporté tous ses anciens traumatismes sur ses enfants, qui auraient sûrement été bien plus heureux avec 2 parents séparés mais heureux,
que dans une atmosphère pesante au quotidien avec deux parents qui se disputent et surtout un père qui finit par tuer tout le monde pour éviter l'inimaginable à ses yeux, un divorce. Alors évidemment, ce n'est que moi qui suppose tout ceci. Je rappelle que je n'ai pas eu de master de psychologie, j'ai juste fait la licence. Donc je ne suis pas psychologue à 2 années près, mais de ce que j'ai pu voir de mes cours de psychologie, je pense en tout cas que c'est ce qui l'aurait poussé à commettre ces meurtres. Après, encore une fois, je ne suis pas psychologue et je ne connais pas l'homme personnellement. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans cette situation à refuser catégoriquement le divorce parce que vous avez vécu un divorce douloureux de la part de vos parents, n'hésitez pas sérieusement à aller voir un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, quelqu'un qui saura être en mesure de vous aider à passer au-dessus de vos traumatismes, qui pourra vous aider à avoir des relations plus saines avec vos partenaires et également avec vous-même. D'une part, ça vous permettra de ne pas forcément rester dans des relations qui sont toxiques et néfastes pour vous et pour vos partenaires, et également à vous aimer mieux, à moins appréhender la séparation, à vous permettre également de vous rendre compte qu'une séparation ou un divorce n'est pas une fin en soi, que c'est la fin d'un événement, d'une situation, d'une relation, mais que ce n'est pas la fin de votre vie et que plein de nouvelles choses peuvent s'ouvrir à vous après ces terribles événements. Pour les parents, restez bien à l'idée que rester en couple pour les enfants n'est pas forcément une bonne chose à faire, que les enfants sont bien plus intelligents qu'on ne le pense et qu'ils comprennent bien plus de choses qu'on ne le pense, et que encore une fois, il vaut mieux avoir deux parents qui sont séparés mais qui sont heureux indépendamment l'un de l'autre, qui offrent chacun à l'enfant un cocon et un endroit où il se sent bien et en sécurité, plutôt que d'avoir deux parents qui sont toujours ensemble juste pour les enfants, qui ne se supportent plus, où les enfants ne voient pas d'amour entre leurs deux parents, et ça, sachez que ça peut avoir des conséquences sur la façon de se développer pour vos enfants et leur future manière d'appréhender leurs relations sociales, que ce soit amoureuses ou amicales, et qu'ensuite d'avoir, pourquoi pas, des parents qui finissent par s'entretuer, voire même, comme là c'est le cas, de tuer toute la famille juste parce qu'ils refusaient de se séparer ou un divorce. Beaucoup pensent que c'est égoïste de décider de se séparer quand il y a des enfants en compte, mais au contraire, personnellement, je pense que c'est plutôt égoïste que de faire vivre ça à vos enfants, puisque ce sont souvent des éponges à émotions, ils comprennent beaucoup de choses, et croyez-moi qu'on est beaucoup à 25-30 ans à se rendre compte de tous les traumatismes que nos parents ont pu nous mettre sur le dos, et je pense que pour vous, vous préférez avoir des enfants qui à 25-30 ans se rendent compte que leurs parents ont tout fait de la meilleure des façons pour leur bien-être, que de se dire à 25-30 ans que mes parents sont restés ensemble alors qu'ils pouvaient pas supporter, mon adolescence était un calvaire et maintenant j'ai du mal à appréhender mes futures relations amoureuses. Donc faites vos choix mais faites-le bien et n'hésitez pas à consulter des psychologues ou des thérapeutes, ça peut vous être d'une grande aide. Nous allons parler du cas de Dana Satterfield. Le 31 juillet 1995 au soir, dans la petite ville de Roebuck en Caroline du Nord, une femme du nom de Dana Satterfield s'apprête à fermer le salon de coiffure dont elle est la patronne. La jeune femme qui est donc coiffeuse est la dernière à quitter les lieux puisque ses employés sont partis bien plus tôt dans la journée. Il fait presque nuit, alors la jeune femme se presse un petit peu, notamment dans le but de rentrer chez elle rapidement auprès de ses enfants avant la tombée de la nuit. Vers 18h30, une commerciale nommée Diane Harris est venue vendre quelques produits de nettoyage à Dana. Une fois leurs affaires terminées, les deux femmes se sont dit au revoir et Dana continue de se préparer à fermer la boutique tandis que Diane a continué ses tournées. Quelques heures plus tard, Diane Harris est retournée juste devant le salon de Dana, il était environ 20h30, et s'y est rendue justement pour attendre son bus, puisque sa journée est finie, il faut bien rentrer à la maison. Alors qu'elle se tenait sur le trottoir en regardant le soleil se coucher, laissant place à la nuit, elle a entendu des bruits étranges venant de l'intérieur du salon, suivis d'un énorme boom. C'était vraiment impressionnant, et elle se demandait ce qui pouvait bien se passer. Lorsqu'elle s'est retournée pour voir justement ce qui se passait à l'intérieur de cette boutique, pourquoi il y avait autant de raffus, un jeune homme vêtu d'un jean et d'une chemise grise a subitement sauté par la fenêtre. En supposant que cette personne venait de cambrioler l'endroit, la commerciale s'est précipitée vers un magasin à proximité pour appeler le 911 pour que quelqu'un arrive le plus vite possible. Mais une fois arrivée sur le parking de ce magasin,
La pauvre femme, qui est complètement pétrie de peur, s'est trouvée face à face avec le voleur qu'elle a vu partir du salon. Bien qu'elle ne l'ait aperçu que pendant une brève seconde dans la pénombre, Diane a heureusement en partie réussi à mémoriser les traits du visage de ce dernier. Et effrayée par la rencontre, plutôt que d'entrer dans le magasin, Diane a continué de courir sur la route dans l'espoir d'arrêter un véhicule pour demander de l'aide. Malheureusement, après plusieurs tentatives infructueuses, elle a couru frapper à la porte d'un résident pour lui demander d'appeler enfin le 911. Malheureusement, ce sont plusieurs minutes précieuses qui ont été perdues, mais je pense que la jeune femme a surtout fait comme elle a pu à ce moment-là. L'opérateur a rapidement envoyé une patrouille sur place pour le motif suivant, qui est un cambriolage. Alors l'agent sur place, croyant qu'il enquêtait sur une effraction, est entré dans le salon, a annoncé sa présence au cas où l'auteur serait revenu sur les lieux du crime, et c'est pendant qu'il traversait l'établissement en regardant à droite, à gauche, en balayant du regard pour voir ce qui se passe autour de lui, il a rapidement remarqué que le lieu était complètement en désordre. Et ce qui l'a d'ailleurs amené à croire qu'une lutte avait sûrement eu lieu, et donc que potentiellement, une victime pouvait être à cet endroit. Et l'agent avait malheureusement raison dans son raisonnement, puisque lorsqu'il a ouvert la porte d'un KGB, il a fait une sombre découverte. Suspendu d'un tuyau qui reliait le réservoir d'eau chaude au mur, se trouvait le corps d'une femme qui venait à peine de décéder. Cette femme, vous en doutez, c'est Anna Satterfield, la propriétaire des lieux. L'agent est vite ressorti pour appeler la brigade criminelle qui gère les homicides et qui n'ont heureusement pas perdu de temps pour arriver sur place. En voyant l'état du corps de la pauvre femme, on sait malheureusement qu'elle a subi un passage à tabac extrêmement brutal juste avant sa mort. De plus, Dana était nue de la taille jusqu'aux jambes, ce qui suggère qu'elle avait potentiellement été agressée sexuellement. Ce qui a d'ailleurs également surpris les officiers, c'est que la caisse du salon n'a pas été dérobée et qu'aucune marchandise ne semblait avoir été volée non plus. De même, le sac à main de Dana a été retrouvé dans le salon à la vue de tous, avec son argent ainsi que ses cartes de crédit à l'intérieur. Et donc, l'argent n'est clairement pas le motif de cette violente attaque. À partir de là, les enquêteurs ont supposé que le crime avait un motif soit personnel, soit purement sexuel. Fort heureusement, des empreintes digitales ainsi que des échantillons de cheveux ont été prélevés sur la scène du crime. Et celui qui s'en était pris de la pire des façons à la pauvre Dana n'avait visiblement rien prévu pour ne pas être trouvé. C'était clairement un débutant, la scène de crime était complètement bâclée, laissant derrière lui tout un tas de preuves pouvant aider la police à le retrouver. Et forcément, ça a conduit les enquêteurs à conclure que le meurtre de Dana était probablement l'œuvre d'un tueur inexpérimenté. Bien que le corps de la jeune femme ait été retrouvé dans le placard, il suffisait de regarder la scène de crime et notamment les énormes taches de sang qu'il avait sur le sol des toilettes pour hommes pour savoir que c'était le lieu où la lutte et le viol avaient eu lieu. Les policiers ont alors pensé qu'une fois que l'agresseur avait fini d'abuser du corps de sa victime, l'homme l'aurait étranglé à mort avant de suspendre son corps sur le chauffe-eau avec la sanglante toile qui venait d'un sac de sport. Diane Harris, la commerciale qui était la seule personne vivante à avoir vu le tueur sortir des lieux, en plus d'être tombée nez à nez avec sur ce fameux parking, l'a décrit à un dessinateur de la police. Et selon elle, il était à la fin de l'adolescence ou au moins au début de la vingtaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était quelqu'un de très jeune, de petite taille, et avait les cheveux de couleur claire. Mais bon, puisque je vous rappelle que la nuit était tombée, sa couleur de cheveux ne pouvait pas être très précise. En tout cas, le portrait robot qui a été créé à partir de ses souvenirs a été diffusé rapidement dans tous les médias, c'était à peine dans les heures qui ont suivi le meurtre, dans le but de retrouver cette personne le plus vite possible, pour d'une part que règne la justice, et surtout pour que cette personne ne puisse pas recommettre un meurtre. Comme c'est la procédure standard dans tout homicide, les enquêteurs ont d'abord concentré leur attention sur le mari de Dana, qui s'appelle Mike. L'homme a admis que leur couple avait en effet quelques difficultés en ce moment, mais il a insisté sur le fait qu'il n'aurait jamais fait de mal à Dana, que c'était sa femme, qu'il l'aimait malgré les hauts et les bas et que ça restait la mère de ses deux enfants.
Puisqu'en effet, le couple devenu parent donc de 2 jeunes enfants traversait une période compliquée depuis quelque temps, et il semblerait même, selon des proches, ce n'est pas vraiment sûr, ça dépend d'ailleurs des sources, qu'ils étaient en réalité en pleine séparation. Malheureusement, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou non, mais quoi qu'il en soit, dans ses déclarations, il essaye, ce qui est sûr, de minimiser un petit peu les problèmes qu'il y avait dans leur couple. Malgré ses déclarations qu'il ne ferait jamais de mal à sa femme, présumée ex selon certains, une empreinte digitale trouvée sur le chauffe-eau l'a impliqué dans le meurtre de cette dernière, malgré lui. Lorsque les officiers l'ont informé de cette preuve accablante, Mike n'a absolument pas semblé surpris d'apprendre que ces empreintes avaient été trouvées sur les lieux du crime, et ce qui laisse d'ailleurs encore plus de soupçons aux policiers quant à l'homme face à sa réaction. Toutefois, eh bien, ce dernier avait une explication à ces empreintes qui semble en effet très pertinente puisqu'il explique que c'était lui qui avait installé le chauffe-eau et que donc forcément il l'a touché à de multiples reprises. De plus, c'était lui qui gérait tout l'entretien du salon, que ce soit les petites réparations, les installations ou encore le nettoyage. Donc ces empreintes digitales étaient littéralement partout, sans oublier le fait que c'était le mari de Dana et que leur relation soit conflictuelle ou non, eh bien il allait régulièrement sur son lieu de travail pour la voir, discuter ou simplement lui amener les enfants. Ceci dit, les policiers réfléchissent et voient bien également que Mike était un homme assez baraque, qui est grand, et surtout, ça se voit qu'il n'a pas non plus 15 ans. Que certes, il est encore jeune, il a dans les 27-28 ans, mais il ne paraît pas non plus physiquement comme un jeune homme de 20 ans. Et les enquêteurs savaient que le coupable était quelqu'un d'assez petit, de fin, qui semblait assez jeune, et il n'avait d'ailleurs aucun moyen pour Mike de s'échapper par la fenêtre, puisque justement sa carrure ne l'aurait pas permis de le faire. Et en plus de ça, il ne ressemblait absolument pas au portrait robot, donc les policiers n'ont entre guillemets pas le choix que de faire confiance à l'homme s'ils veulent pouvoir arrêter le vrai coupable et aller de l'avant. Bon, je vous rassure, déterminés à ne rien laisser au hasard dans leur enquête, ils ont tout de même fait passer un test polygraphique à Mike, juste au cas où. D'ailleurs, l'homme a accepté sans un instant d'hésitation, il n'a absolument pas bronché, et après l'avoir réussi sans aucune difficulté, il a pu être officiellement retiré de la liste des suspects, qui était d'ailleurs encore extrêmement courte pour l'instant. Les officiers continuent alors l'enquête, cherchent le moindre indice, et relèvent sur la scène du crime une seule empreinte sanglante située aux toilettes et qui n'appartenait pas à Mike. Youpi, enfin peut-être une avancée. Lorsque l'empreinte a été entrée dans la base de données de la Caroline du Sud, malheureusement, pas de bol, aucune correspondance n'a été trouvée, ce qui signifie que l'auteur n'avait jamais été dans le système pénal de l'État. Bon, d'un côté, tant mieux, ça veut dire que ce n'est que le début, entre guillemets, de sa quête en tant que criminel, mais d'un autre côté, eh bien le fait qu'il n'ait jamais rien commis contre la loi à l'époque fait que ça ralentit vachement les officiers. De plus, l'échantillon du sperme prélevé sur Dana n'a rien donné non plus, donc eh bien c'est vraiment compliqué à ce moment-là. L'enquête commence rapidement à ralentir, et ne sachant où véritablement chercher, n'ayant aucune piste viable, très rapidement, ils sont totalement au point mort. Puis dans les jours qui ont suivi le meurtre, un homme du nom de Ken Smith s'est présenté aux officiers pour dire qu'il était passé devant le salon vers 20h40, le jour du meurtre, lorsqu'il a vu un homme flâner juste devant. D'autres témoins ont rapporté avoir vu une Ford Bronco blanche monter et descendre la rue dans les heures précédant la fermeture, comme si cette personne cherchait un endroit pour se garer ou surveillait quelqu'un. Et il a également été noté que le conducteur semblait avoir bien repéré la zone plusieurs jours auparavant. Malheureusement, personne n'avait bien regardé le visage de cette personne, et malgré ces petits témoignages, eh bien finalement il n'y a rien de concret. Dans l'espoir de générer d'autres pistes qui cette fois-ci peut-être amèneront au criminel, les autorités ont offert une récompense de 50 000 $ pour les informations menant à l'arrestation du tueur de Dana. Alors que les lignes pour donner des informations ont été inondées, ce qui est tout à fait normal avec une somme comme 50 000 $, beaucoup de personnes ont espoir d'avoir vu la petite chose qui va donner un petit regain à leur compte bancaire. Malheureusement, il n'y avait en réalité que très peu de témoignages qui ont été précieux, qui ont pu être ajoutés à cette enquête. Enfin du moins, ça c'est ce que l'on croyait à l'époque.
Au début de l'enquête, un appelant anonyme avait conseillé aux policiers d'examiner un jeune homme de 17 ans nommé Jonathan Vick. Prêts à essayer n'importe quoi à ce moment-là, les enquêteurs se sont assis avec l'adolescent et sa mère, qui possédait, comme par hasard, à l'époque, une Ford Bronco blanche avec un intérieur bleu, la même qui a été vue justement dans le quartier du salon de coiffure de Dana. Lors de cet interrogatoire qui s'est avéré intense, Jonathan n'a pas perdu la face et a continuellement nié avoir eu connaissance du meurtre. Lorsque la mère s'est portée garant de son innocence, les autorités les ont remerciés de leur coopération et leur ont dit qu'ils étaient simplement libres de partir. Et donc finalement, cette piste semblait être complètement fausse et il se retrouve une nouvelle fois sans aucune personne à suspecter, ni aucune piste à suivre. Bref, l'affaire est de nouveau rapidement tombée à l'eau et les policiers ont beau faire tout leur possible pour trouver une nouvelle piste, malheureusement, il n'y a absolument rien, et ce durant plusieurs années. Et c'est 2 ans plus tard qu'un détenu de la prison a informé les autorités que son compagnon de cellule, Russell Quinn, qui purgeait une peine pour avoir violé une femme et l'avoir pendue à une branche d'arbre, s'était vanté d'avoir tué Dana Satterfield. De plus, il était tellement obsédé par elle qu'il emmenait sa photo partout où il allait. Suite à cette piste qui semblait très prometteuse, les détectives ont demandé à Diane Harris de venir voir une liste de photos d'éventuels suspects. En voyant l'image de Russell, elle l'avait désigné comme l'homme qu'elle avait vu fuir la scène du meurtre. Alors que Russell Quinn semblait être une source sûre, l'espoir de voir enfin le tueur de Dana traduit en justice ont été anéantis lorsque l'ADN l'a exclu comme étant le coupable du meurtre. Après avoir fait face à une énième impasse, l'enquête a stagné pendant près d'une décennie avant qu'une conversation tout à fait banale ne conduise les enquêteurs au tueur insaisissable depuis tant d'années. C'est lors de l'année 2005 que tout va changer et que l'affaire va prendre un nouveau tournant de manière tout à fait inattendue. Par le plus grand des hasards, Ashley, la fille de Dana, qui était à présent âgée de 18 ans, avait emmené sa voiture dans un atelier du coin pour y faire quelques réparations. Pendant son rendez-vous, elle avait entamé une conversation avec l'un des mécaniciens, un homme du nom de Michael Pace. Leur brève interaction a permis, contre toute attente, à faire avancer l'enquête sur le meurtre de sa mère. Après le départ de Ashley, un de ses collègues avait mentionné à Michael que cette dernière était justement la fille de la coiffeuse qui avait été retrouvée tuée dans son magasin des années plus tôt. En entendant cela, il a complètement abandonné tout ce qu'il faisait et a passé un appel téléphonique attendu depuis très longtemps par les officiers de police. Dans l'espoir de rester anonyme, Michael Pace, complètement secoué, on sent au téléphone que l'homme était vraiment affolé, inquiet, complètement perturbé, et il a dit à l'officier qui était au téléphone qu'il connaissait l'identité de la personne responsable de la mort de Dana Satterfield. Selon ses dires, l'homme est son ami d'enfance, Jonathan Vick. Il a expliqué qu'il avait été avec Jonathan l'après-midi du 31 juillet 1995 et que ce dernier s'était vanté d'avoir un rendez-vous avec Dana plus tard dans la soirée. Ayant vu la belle blonde en passant, Michael avait complètement ri à l'idée qu'elle aurait eu un intérêt pour un enfant de 17 ans. Il a également rappelé que Jonathan avait fait des remarques obscènes à propos de la coiffeuse, détaillant les différentes choses qu'il aimerait lui faire. Et évidemment, je vous passe tous les détails. Croyant qu'il ne s'agissait que d'un discours entre 2 adolescents qui n'irait pas plus loin, il n'avait pas mis beaucoup de crédit dans les divagations grossières de son ami. Ça, c'était jusqu'au lendemain, lorsqu'il a appris le meurtre. Les officiers qui ont Michael Pace au téléphone l'ont exhorté à donner son nom, mais il a fermement refusé. Selon lui, Jonathan l'avait averti dans les heures qui ont suivi l'incident qu'il le tuerait lui aussi s'il disait ne serait-ce qu'un seul mot de ce qu'il savait à qui que ce soit. Et sachant de quoi son ami était capable, je vous rappelle que la veille, son ami avait violé et assassiné une femme. Forcément, il a pris la menace plus qu'au sérieux et a fait ce que Jonathan lui avait dit, c'est-à-dire la fermer. Au téléphone, Michael continue son récit et a avoué que c'était même lui qui avait appelé et donné l'information impliquant Jonathan en 1995
ce fameux appel anonyme qui disait de surveiller le jeune homme de 17 ans. Mais en voyant que rien n'était sorti de tout ça, que la police avait complètement relâché le jeune homme, il avait tout simplement abandonné, satisfait finalement d'avoir fait tout ce qu'il avait pu à l'époque pour mettre les autorités sur la bonne voie. Après, si les policiers n'ont rien fait de leur côté, eh bien, lui n'y pouvait rien. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il se présentait seulement maintenant, une décennie après le meurtre, il leur a expliqué qu'il venait de rencontrer Ashley à l'instant et que c'est cette rencontre qui a permis ce fameux tournant dans cette affaire. Il explique que lui, de son côté, n'avait pas suivi les nouvelles et ne savait même pas que Dana était une mère de famille. Il a insisté sur le fait que s'il avait su, dès le départ, au moment du meurtre, qu'elle avait de jeunes enfants au moment de sa mort, il serait allé à la police bien plus tôt. Quoi qu'il en soit, après cet appel, bien que les informations qu'il a fournies aient certainement été très alléchantes pour les policiers, elles étaient inutiles à moins que Jonathan ne l'avoue lui-même. Après avoir patiemment expliqué à Michael qu'il devrait fournir son nom à un juge s'il voulait un espoir d'obtenir une ordonnance du tribunal pour pouvoir avoir l'ADN de Jonathan, il a cédé et a accepté, ce qui fait que lui-même, contre son gré, a été un petit peu mêlé à cette affaire face à la justice. Mais bon, Michael Pace est du bon côté, et avec ça, il a ouvert la voie à la justice, et mieux vaut tard que jamais. Lorsque Jonathan a reçu un mandat pour son échantillon d'ADN, il n'a pas eu d'autre choix que de se conformer. Le jeune homme était devenu un père marié, il avait une jeune fille, et il a proclamé à haute voix son innocence alors même que son mur de mensonges, soigneusement construit depuis tant d'années, commençait peu à peu à s'effondrer. Pendant qu'ils attendaient les résultats du test, les inspecteurs ont parlé avec les amis et connaissances du suspect, même avec ses anciens employeurs, dans l'espoir de se faire une meilleure idée de qui Jonathan était réellement. Et il s'est avéré que le tableau qu'ils ont peint n'était pas du tout flatteur ni glorieux pour le jeune homme. La fille qui sortait avec Jonathan au moment du meurtre se souvenait qu'il passait souvent devant le salon où le crime avait eu lieu, et là avertit que si elle ne faisait pas ce qu'il lui disait de faire, elle finirait comme la femme qui a été tuée là-bas. Super sympa. Et la jeune femme n'a pas non plus hésité à ajouter que l'homme avait un tempérament très violent. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Jonathan Vick avait rejoint le corps des Marines des États-Unis. Mais après seulement 2 années de service où il avait eu des ennuis à maintes reprises pour s'en être pris à quelqu'un avec qui le courant ne passait pas, il a été forcé à quitter l'armée. Après libération de toutes ses fonctions, il n'a fait que changer de métier, passant d'un travail à un autre et cependant plusieurs années. Le jeune homme finissait la plupart du temps par se faire virer après avoir eu des comportements inadéquats, étant, comme dit, d'un tempérament très violent, il n'hésitait pas à se montrer de la sorte avec des collègues ou encore avec des clients. Pour ajouter un petit peu de sel à toute cette affaire, 7 ans après le meurtre de Dana, la petite amie de l'époque de Jonathan, Heather Sellars, qui était âgée de 20 ans, est sortie avec lui dans la nuit du 24 septembre 2002 et n'a plus jamais été revue depuis. Les événements qui ont conduit à sa mystérieuse disparition se sont déroulés après qu'elle ait terminé son quart de travail. Le jeune homme avait affirmé à l'époque qu'il ne savait pas ce qu'il était advenu d'elle une fois qu'il l'avait déposée après leur soirée à faire la tournée des bars. La famille de Heather, de son côté, ne soupçonnait pas spécialement le jeune homme, elle pensait simplement que lorsqu'elle est rentrée, elle avait sûrement rencontré une mauvaise personne, ou alors peut-être bien qu'elle était même partie de son plein gré. Les policiers ont cependant appris que la jeune fille, à l'époque, s'était tout de même plainte auprès de sa famille que Jonathan était physiquement violent, mais elle ne l'avait pas signalé aux autorités par crainte de représailles de la part de ce dernier, et donc les policiers à l'époque n'ont pas forcément suspecté Jonathan lorsque la jeune femme a disparu. Et pourtant, tous les signaux étaient là. 2 semaines avant sa disparition, elle avait annulé leur fiançailles, ce qui n'avait fait qu'accentuer les tensions déjà présentes entre eux. Et malgré la nature précaire de leur relation, ils avaient continué de se voir, paraît-il, cette fois-ci de manière totalement amicale. Même si Jonathan avait admis être avec elle la nuit où elle a été vue pour la dernière fois, sans corps, il n'y avait aucune preuve pour l'accuser d'un quelconque crime. Ce qui est d'ailleurs horrible, c'est qu'aujourd'hui, plus de 20 ans après les faits, l'endroit où se trouve Heather est encore inconnu et l'affaire n'est toujours pas résolue. En tout cas, pour l'affaire de Dana, la chance tourne enfin en faveur des policiers
quand appris du laboratoire criminel que l'ADN extrait du kit de viol de Dana correspond à Jonathan Vick. C'est avec cette preuve irréfutable de sa culpabilité en main que les autorités ont pu l'accuser d'enlèvement, d'agression sexuelle et de meurtre sur la personne de Dana Satterfield. Le procès de Jonathan Vick a commencé en novembre 2006 dans une ambiance plus que tendue. Sa défense a fait valoir dès le début que leur client était innocent, soulignant le fait qu'un poil pubien errant trouvé sur le corps de Dana avait appartenu à quelqu'un d'autre que son client, et ils avaient insisté sur le fait que cette information, à elle seule, suffisait à introduire un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. Mais c'était sans compter les procureurs qui, quant à eux, ont répliqué en disant que puisque l'agression avait eu lieu sur le sol des toilettes pour hommes, que c'était la fin de journée, le ménage n'avait pas été fait, et il y avait eu du passage dans son salon de coiffure, les cheveux auraient pu appartenir à quiconque avait utilisé ces derniers dans la journée. Étant donné que son empreinte digitale avait été trouvée dans le sang de Dana, sans parler de la correspondance ADN, les cheveux solitaires ne semblaient être rien de plus qu'un malheureux incident dû aux circonstances ignobles de l'acte commis sur la pauvre victime. En rassemblant les événements de cette nuit fatidique du mieux qu'ils le pouvaient, les procureurs ont spéculé que Jonathan s'était rendu au salon à l'heure de fermeture avec l'intention d'avoir une relation romantique avec Dana, qui lui avait d'ailleurs coupé les cheveux à de nombreuses reprises, puisque Dana était sa coiffeuse. Après être entré dans le salon et avoir trouvé complètement seul l'objet de son désir, le jeune homme l'a courtisé, mais voilà, ses avances ont été complètement rejetées. Je vous rappelle que Dana avait tout de même 10 ans de plus que le jeune homme, qu'elle était simplement sa coiffeuse, qu'elle n'a jamais pensé ne serait-ce qu'une seconde avoir une relation avec lui, et que malgré que dans son couple, eh bien ça n'allait pas forcément bien, elle restait tout de même une femme mariée, mère de 2 enfants et qui était fidèle. Malheureusement, le jeune homme ne s'est pas arrêté à ce refus. À la place de faire demi-tour et de simplement partir, déterminé à obtenir ce qu'il voulait, il a verrouillé la porte, éteint les lumières et a commencé à battre Dana. Quand elle ne pouvait plus riposter, il l'a violée et l'a ensuite étranglée à mort. La raison pour laquelle il avait choisi de partir par une fenêtre au lieu d'utiliser la porte, qui aurait été beaucoup plus simple, ça aurait attiré beaucoup moins d'attention, est encore incompréhensible aujourd'hui, même lui a été incapable d'expliquer son geste. C'est donc à la suite de ce procès qu'au début du mois de décembre, après plus de 10 ans, que le jury a rendu un verdict dans cette affaire. Après 20 minutes seulement de délibération, ils ont déclaré Jonathan Vick coupable de toutes les accusations qui étaient à son encontre. Il a ensuite été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Dana, plus 30 ans pour inconduite sexuelle criminelle et enlèvement pour avoir détenu la victime contre sa volonté. Jonathan Vick a immédiatement demandé un nouveau procès avec culot au motif que sa défense avait été inefficace, mais heureusement, toute demande a été rejetée. L'homme, fidèle à lui-même, en 2010 était accusé d'avoir agressé un agent correctionnel, et après avoir été reconnu coupable de l'infraction, 3 autres années supplémentaires ont été ajoutées à sa peine. Dans le cas de sa condamnation, il n'a été autorisé à sortir de sa cellule qu'1 heure par jour pendant 6 mois. Actuellement, l'homme est admissible à la libération conditionnelle à partir de l'année 2035, si d'ici là, il ne commet pas de nouveau une agression ou quelque chose de répréhensible. La fille de Dana, Ashley, qui avait joué un rôle déterminant dans la justice du tueur de sa mère, est maintenant employée comme défenseuse des victimes dans un centre de détention, un choix de carrière qui a sûrement été influencé par ce qu'elle a vécu.